Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue, on est le jeudi 2 décembre 2021, il est un petit peu plus de 17h et on est ravis d'être avec vous en direct ici depuis Montreuil en Seine-Saint-Denis où se déroule la 37e édition du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse, un événement qui va se dérouler jusqu'à lundi prochain. Avec moi évidemment comme à chaque fois, Sylvie Vassalo est là, bonsoir Sylvie. Bonsoir. Directrice, je le rappelle, de ce Salon du Livre et de la Presse Jeunesse en Seine-Saint-Denis. Deux parties dans cette émission, la première dans quelques instants. Et soyez bien avec nous également dans la deuxième partie parce qu'une pépite va être sur ce plateau. Magali Lehuche, autrice, illustratrice qui a remporté la pépite dans la catégorie bande dessinée. Elle sera sur ce plateau avec notre journaliste Raphaël Bott. Avec nous également pour nous accompagner ce soir, Benoît Debecker est là, auteur, illustrateur dans l'édition et la presse. Bonsoir Benoît, merci d'être avec nous. Vous allez essayer de croquer un petit peu l'humeur des échanges ici sur ce plateau sur lequel, Sylvie, on retrouve deux invités. Oui, on va entamer cette soirée avec notre séquence partenaire. Quelles sont les institutions qui soutiennent nos actions, qui soutiennent ce salon? C'est une sorte de dessous des cartes, de coulisses pour nos téléspectateurs. Nous découvrons des partenaires qui sont essentiels pour nous. Et ça aussi, c'est le nous qui est le thème du salon cette année. Pour ceux qui ont suivi l'émission hier, avant de se lancer dans cette rencontre avec nos partenaires, on a décidé de faire un petit tour par le dictionnaire, de fouiller le sens de ce mot. Qu'est-ce qu'un partenaire finalement? Alors je vous le dis, la première définition du Larousse du partenaire qu'on a donné hier, c'est un partenaire, c'est une personne avec laquelle on est associé à un jeu. La seconde définition, c'est une personne avec laquelle on fait une prestation de théâtre, de cinéma ou de cirque. Rassurez-vous, je ne vais pas vous demander de faire un tour de funambule. Ah, pas de numéro de cirque. Ah, non, c'est dommage. C'était hier soir. Nous ne sommes ni au théâtre, ni au cinéma, ni au cirque, mais nous sommes bien sur la télévision du salon et nous allons ensemble réaliser une prestation collective. Donc ce soir, les deux partenaires qui sont révélés sont Patrice Bessac, qui est maire de Montreuil et président d'Est Ensemble. Bonsoir. Bonjour, bonsoir. Et Thierry Clerc, qui est chef du service bibliothèque au département livres et lecture au ministère de la Culture. Bonsoir. Bonsoir. Pour faire connaissance avec vous, on va vous proposer dans un premier temps de vous téléporter en enfance, à l'âge finalement des jeunes que nous recevons, des enfants et des jeunes que nous recevons ici. Thierry Clerc, quand vous étiez petit, quand on vous demandait ce que vous vouliez faire plus tard, quel métier vous vouliez faire, qu'est-ce que vous racontiez? Alors, très jeune, j'ai voulu être bibliothécaire, donc je suis vraiment content d'avoir pu réaliser ma vocation. C'était dans les greniers de mes grands-parents, le plaisir effectivement de découvrir, de défricher, de trouver des vieux ouvrages. Alors effectivement, comme je suis alsacien, c'est Heinz, c'est Tommy Ungerer qui ont nourri en fait mon enfance et que j'ai pu révéler et faire connaître par la suite. Et il faut le dire, vous êtes conservateur de bibliothèque, vous êtes allé vite au bout de votre rêve. Et vous, Patrice Bessac, qu'est-ce que vous imaginiez faire? Vous pensiez déjà être maire de Montreuil, tout petit? Non. Et en fait, le premier métier que j'ai déclaré, c'était poubelleur. J'avais le passage chez mes grands-parents des poubelles que je voyais le mercredi matin. J'avais déclaré avec flamme que je voulais faire ce métier. Et peut-être que, d'une certaine manière, être maire, ça recoupe un peu de... Oui, on est obligé de s'occuper justement de la collecte des déchets. C'est une chose qui est importante. Exactement, et c'est une chose qui a besoin de s'améliorer. Patrice Bessac, Thierry Clerc, Sylvie, évidemment, on reste ensemble pour la suite de l'interview. Mais tout de suite, dans cette émission, et comme chaque jour, c'est l'heure de Plein Phare. Plein Phare, c'est une série de reportages pour vous faire vivre de l'intérieur les différentes facettes de ce salon du livre et de la presse jeunesse. On a demandé aujourd'hui aux exposants ce qu'est pour eux l'ADN de ce salon du livre et de la presse jeunesse. On va écouter leurs réponses. Pour nous, petits éditeurs indépendants, moi je dirais que c'est essentiellement, ça permet d'exister nationalement parce que si on n'est pas dans l'agenda du Salon de Montreuil, c'est quasiment comme si on n'existait pas. Déjà, arrivée des nouveautés, ADN, arrivée des nouveautés, puisque
Voilà, c'est le moment où quantité d'éditeurs sortent des livres. Et puis, moi je dirais à titre personnel, c'est un salon qui est différent des autres. Les valeurs sont des valeurs politiques, humanistes, éducatives surtout. Ce qui est vraiment formidable, c'est le public à la fois des lecteurs, mais aussi tout le public professionnel. C'est le salon jeunesse, mais vraiment dans son essence, qui regroupe tout ce qu'il y a de meilleur quelque part, avec tout ce qui est fait aussi, les ateliers, les rencontres auteurs, etc. J'ai un petit garçon qui est timide, qui a 8 ans. En fait, par lui, j'ai découvert le livre jeunesse. Et ça m'a ouvert un univers fantastique qui déploie l'imaginaire, qui me fait des vacances dans le quotidien. Et moi, venir au Salon du Livre de la Jeunesse, c'est un peu prendre des vacances tout en restant à Paris. C'est une sortie agréable pour les enfants, ça leur permet en fait de découvrir des livres et elles adorent lire, donc c'est un rendez-vous qu'on ne rate pas. L'ADN du salon, pour moi, c'est la grande variété de livres. Pour moi, j'ai jamais vu autant d'ouvrages qu'en ce moment, dans différents registres, fort bien conseillés, avec des gens dispo, de l'espace, des tables, et on peut feuilleter tranquille, déambuler. Voilà donc pour ce rendez-vous plein phare. On ira demain faire un tour du côté des espaces de médiation. Mais d'abord, Sylvie, retour à nos invités. Oui, alors je reviens à Patrice Bessa, que vous vouliez être poubelleur. Et est-ce que vous étiez grand lecteur ou petit lecteur ? Plutôt grand lecteur. Le livre a été pour moi une occasion absolument merveilleuse de vivre plein de vie, de découvrir plein de choses. Et j'ai un souvenir particulier, très jeune, j'ai été passionné d'une encyclopédie qui s'appelait l'encyclopédie Guillet, avec des sciences et des techniques, des équations dans tous les sens. Et je me rappelle, il regardait méticuleusement pour essayer de gratter, quand j'étais môme dans un coin, une petite branche de savoir, de sciences, de physique. Je pense une ou deux fois d'ailleurs manqué de faire sauter avec de l'acide par vos expériences, avec différentes choses, par les expériences que je tirais le garage de mes parents ou de mes grands-parents. Et ça a été pour moi vraiment l'occasion de vivre 1000 vies que de lire. Ça s'est bien terminé quand même, il n'y a pas eu d'explosion majeure. Oui, il y a eu un moment où j'ai eu vraiment peur. Parce que ça c'est vraiment parti et j'ai vu le moment où l'hydrogène qui était abondamment sécrété allait provoquer une grande catastrophe. Voilà le pouvoir de la littérature de jeunesse. Et cette question de la connaissance, c'est souvent quelque chose que les enfants nous disent ici au salon. Ils aiment bien lire les livres aussi pour connaître, pour voyager effectivement, mais également pour connaître. Alors on va revenir au temps présent. Vous êtes des partenaires très importants pour nous, la ville de Montreuil, le Est Ensemble, le ministère de la Culture. Thierry Clerc, qu'est-ce que ça vous fait de retrouver le salon en vrai dans ces murs ici à Montreuil? C'est vraiment un grand plaisir. On est vraiment un partenaire de longue date du salon. On tient un stand où on accueille les associations de développement de la lecture. Et ça nous a manqué l'année dernière. On a soutenu le salon dans sa version numérique. D'une autre manière. Le présentiel est vraiment fondamental et on s'en rend compte aujourd'hui avec les permanences que l'on fait. On rencontre le public, c'est vraiment très agréable et le public vient à nous. On sent que vraiment c'est un espace de respiration, un moment de lumière au milieu de ces mois noirs, comme on dit en Bretagne, les misdus. Là, tout d'un coup, il y a la lumière, effectivement, à l'approche, comme les marchés de Noël en Alsace. Tout d'un coup, effectivement, un peu une éclaircie dans une période compliquée. Il faut dire que le ministère de la Culture nous soutient également pour une action qui n'est pas le salon, mais qui est l'opération des livres à soi, qui est une action de formation des parents à la littérature jeunesse, particulièrement des parents qui ne sont pas à l'aise avec la lecture. Et si vous venez au salon, vous pourrez voir l'espace des livres à soi, qui est absolument merveilleux. J'ai une question pour tous les deux, parce que c'est quelque chose auquel vous tenez aussi. On a choisi le thème du nous cette année, et dans les journalistes qui m'interrogent beaucoup sur cette question. Est-ce que vous trouvez, alors on va commencer par Patrice, est-ce que vous trouvez ce thème judicieux, d'actualité? Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée? Il faut dire oui. Ok, c'est une très bonne idée. Mais pourquoi? Je le pense parce que, d'abord, il me semble très important de marquer que nous sommes interdépendants. Je ne peux pas vivre sans vous, Sylvie, sans chacune et chacun des membres de notre société et recomposer cette idée-là dans un moment où nous avons été isolés, où nous avons été dans une certaine solitude, où certains médias, où un certain type de débat
tendent à isoler et à dire aux personnes qu'elles peuvent être seules, qu'elles peuvent vivre leur vie seules par leur simple énergie, ce qui est une folie totale. On sait qu'on a besoin des autres, qu'on a besoin du lien, qu'on a besoin de la chaleur, qu'on a besoin des autres pour construire, pour se nourrir, pour vivre notre vie. Et moi, dans ma vie de mère, je suis tellement confronté, pardon de le dire comme ça, mais souvent à un égoïsme con, à quelque chose dans lequel les gens s'enferment jusqu'à être très malheureux dans une logique hyper individualiste, qu'avoir des affirmations puissantes du nous me semble être au fond la raison d'être du salon, la raison d'être des institutions publiques, la raison d'être du ministère de la Culture, notre raison d'être à chacune et à chacun. Rappeler le lien comme étant notre bien le plus précieux. Et vous, Thierry, le nous et le lien à la lecture, à la littérature? Je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit, c'est vraiment très très important. Alors ça fait écho également à la lecture grande cause nationale souhaitée par le président de la République, l'Alliance pour la lecture, qui vient d'être lauréat en fait de l'appel à candidature. Et à laquelle nous participons ardemment. Et c'est ça, et vraiment cette Alliance pour la lecture, pour nous, incarne ce nous, c'est-à-dire tous les acteurs de la chaîne du livre, comme on l'appelle, donc tous ces acteurs, de l'auteur à l'éditeur, aux libraires, aux associations de développement de la lecture, aux bibliothécaires, bien sûr. On est tous un collectif qui faisons vivre effectivement le livre et la lecture. Et c'était vraiment important de fédérer cette alliance. Alors, on a 250 auteurs et autrices qui sont venus parler avec les enfants de littérature autour du nous. Et ça fait effectivement de fabuleux échanges. Je crois qu'on est dans une période où on a besoin de ce temps collectif absolument, et ce temps de réflexion et de rêve aussi autour du collectif. Alors c'est une interview un peu catapulte, donc on est déjà quasiment à la fin. Et à la fin de cette interview, j'ai une question joker pour vous. En préparation de cette émission, on a demandé à tous nos invités de se mettre dans la peau d'un personnage célèbre de la littérature de jeunesse, de prendre le costume. Alors vous aviez le choix entre prendre le costume de Fifi Brin d'Acier, de Pinocchio, de Sophie avec ses bêtises, d'Alice au Pays des Merveilles, du Petit Poucet. Et ce soir encore, comme hier, tous les deux, vous avez choisi le même héros. Je vais commencer à me poser des questions. Y a-t-il d'autres personnages importants de la littérature jeunesse? Vous avez choisi le Petit Prince. Patrice Bessac, si, comme le Petit Prince, vous pouviez adopter, apprivoiser un animal, quel serait-il? Peut-être un loup. Un loup à la fois très gentil, mais en même temps un loup fort. Et je me souviens, quand j'étais un peu plus jeune, un loup a été un des personnages un peu totem qui m'a donné de la force pour affronter différents événements. Et donc, je crois que je choisirais un loup. Mais peut-être que ce loup-là, je lui ai déjà parlé. Alors, on fait entrer le loup? Non, pas encore, mais ça va venir. Et vous, Thierry, quel dialogue avec un animal sauvage? Moi, c'est peut-être mon aspect médiéval, effectivement, de spécialiste de l'époque médiévale, c'est la licorne. C'est vrai qu'en tant qu'Alsacien, il y a beaucoup de représentations au musée Unterlinden de la chasse à la licorne. Tom Ungerer, il y a souvent une licorne qui traîne dans son illustration. C'est un animal très mystérieux, une chimère, mais à la fois qui ouvre à l'imaginaire et qu'on peut apprivoiser. Et c'est vraiment une très belle démarche et qui reste encore à approfondir et à creuser. Et pour Cécile Deniard, qui était là hier soir, c'était également une licorne. On va faire un petit sondage pour voir l'imaginaire de nos partenaires. Oui, on va créer un groupe aussi pour dompter des licornes. Oui, on va voir si ça peut se faire évidemment dans la foulée. On va remercier nos invités. Et oui, mais c'est presque fini, cette petite séquence. Et avant la séquence suivante, il nous faut souhaiter un bon anniversaire. Eh bien, on y va. On a un petit jingle avant. Bon anniversaire à la maison d'édition L'Étagère du Bas qui a 5 ans cette année. C'est une maison d'édition qui ne publie que des albums, 40 en 5 ans, tous des coups de cœur. Un quart de ces albums sont traduits du suédois. Ils sont tous imprimés en Europe, je le souligne, parce que c'est une question qui fait débat aujourd'hui dans le monde de l'édition pour de multiples raisons. Le premier album de cette maison d'édition, c'était Plup, Construit sa maison. Et le dernier, paru, c'est Une hérissonne bien sensible. Parmi les meilleures ventes de cette maison d'édition, il y a un album que j'adore et qui est dans l'exposition du salon cette année, Ceux qui décident. Si vous venez au salon, vous pourrez donc voir cet album en entrant dans le salon à l'extérieur dans l'exposition. Et si vous voulez découvrir L'Étagère du Bas, c'est en allée des 6.
Voilà donc pour cet anniversaire donc de l'étagère du bas. On remercie donc nos invités, Thierry Clerc, chef du bureau de la lecture publique au ministère de la Culture, je le rappelle, et Patrice Bessac, maire de Montreuil et président du territoire d'Est Ensemble. Merci également Sylvie, mais avant de vous laisser partir, on va quand même ensemble aller faire un petit détour par l'une des librairies partenaires du salon. On va retrouver un conseil lecture. De l'Étincelle à Valence, dans la Drôme. On regarde. Bonjour, nous sommes à Valence dans la Drôme, à la librairie La Petite Étincelle, spécialisée jeunesse. Bienvenue. Alors, je vous présente aujourd'hui un véritable coup de cœur. Donc, c'est ce livre, La Terre sous mes pieds. C'est écrit par Charlotte Guillain et illustré par Yuval Zomer. Et c'est édité chez Belle Balade. Alors, dans ce documentaire, on commence à gratter la terre juste sous nos pieds. Donc, au début, on découvre des petits vers de terre. On continue à gratter, on gratte, et on va traverser comme ça les différentes strates terrestres, les rivières souterraines, jusqu'à atteindre le magma brûlant du centre de la Terre. Et donc dans ce livre, qui est alors génialement illustré par Yuval Zomer, en fait, ce qui est vraiment excellent, c'est que c'est le format de ce livre. C'est parce qu'en fait, les pages sont pliées en accordéon, et quand on le déplie, ça matérialise les profondeurs terrestres. Donc c'est un véritable coup de cœur, ça s'appelle La Terre sous mes pieds, et voilà, donc c'est mon choix pour cette année. De mon côté, je vous présente Old Soul de Nancy Gilbert, paru en mars dernier aux éditions Courtes et Longues, qui nous emmène au Canada, parmi les loups et les Indiens, à la rencontre de personnages fragilisés, vraiment malmenés par la vie, au destin sensible et brisé, qui trouvent dans la nature des réponses multiples à leur mal-être. C'est un roman riche en émotions, qui nous fait vivre de belles surprises et à l'écriture très sensible. Vraiment une belle découverte. Je vous invite à vous plonger dedans si vous voulez un beau voyage. 17h18, merci d'être avec nous. On est toujours en direct sur la télé du salon. Benoît Debecker, auteur, illustrateur, est aussi avec nous, toujours avec nous, comme depuis le début de cette émission, en train de croquer ce qui est en train de se passer sur ce plateau. On suivra ça évidemment au fil des prochaines minutes. Je le disais tout à l'heure, les pépites sont à l'honneur dans On Air. Le Prime, hier, on a dévoilé ensemble et en direct le palmarès 2021. Et dans la catégorie bande dessinée, c'est Nowhere Girl qui a été récompensé. Livre publié chez Dargaud. L'autrice, l'illustratrice de cette bande dessinée nous fait le plaisir d'être avec nous sur le plateau. Magali Lehuche, pardon. Bonjour. Bonjour et merci. Merci d'être avec nous pour nous plonger dans votre bande dessinée. Raphaël Bott également nous a rejoint. Bonsoir Raphaël. Bonsoir tout le monde, bonsoir Cédric. Journaliste spécialisé dans la littérature jeunesse. On va évidemment expliquer pour ceux qui ne connaissent pas quelle est l'histoire de cette bande dessinée, mais forcément on a envie de vous demander, Magali Lehuche, ce que ça fait tout simplement de remporter cette pépite dans la catégorie bande dessinée. Ça me fait super plaisir. Et puis c'est assez émouvant en fait. Ce que je disais, c'est de savoir que c'est le jury d'enfants qui a voté pour ce livre. J'avais l'impression que c'était comme un petit groupe de Nowhere Girl et de Nowhere Boy qui faisait coucou à la Nowhere Girl des années 90. Et je me dis que la souffrance scolaire, elle n'a pas d'époque, de milieu. Et je suis contente si ça peut rassurer des enfants qui sont en souffrance à l'école. Ça me touche beaucoup. On va parler évidemment de la thématique de ce livre que vous commencez déjà à nous présenter. On rappelle, Raphaël, qu'il y a 9 enfants qui ont délibéré entre 11 et 13 ans. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Le plus âgé avait 13 ans. C'était un garçon dans mon souvenir. C'était hier. Comment ça s'est passé, les délibérations? Ça a été serré? Ça a été un peu serré et en même temps... C'est au deuxième tour, effectivement, mais ils se sont bien ralliés. Ils ont eu des discussions et des débats vraiment... vous auriez aimé être une petite souris, peut-être, Magali, mais ils ont eu une lecture surtout très fine, très, très percutante de la BD et c'était passionnant. La sélection était très belle et ils ont aussi beaucoup apprécié Le souffle du géant de Tom Oreille, pour évoquer aussi, entre autres, ce titre de la sélection. Et au final, donc au deuxième tour, c'est Nowhere Girl qui l'a emporté. Est-ce qu'on peut expliquer
ce qui se passe dans cette BD ? Voilà, alors Nowhere Girl, comme vous l'avez déjà un peu dévoilé, Magali, c'est un récit autobiographique. Donc on se retrouve plongé dans les années 90. En 1990, vous aviez 11 ans et vous entrez en 6e. Et là, il se passe deux choses. D'abord, il y a un petit peu de mal-être qui s'installe, de souffrance, jusqu'à entendre le mot dit par une dame, entre guillemets, qui pose un diagnostic. Et effectivement, il y a une phobie scolaire qui s'installe. Et simultanément, ou presque, vous découvrez un groupe presque confidentiel, les Beatles. Voilà, d'où cette couverture, évidemment. Voilà. Et à partir de là, ce récit, ce roman graphique, cette bande dessinée entremêle à la fois vos angoisses, vos souffrances, et puis cette espèce d'aspiration dans un autre monde qui peut-être vous aide à avancer. Voilà. Je ne sais pas si j'interprète correctement ce que vous avez voulu insuffler. Mais en tous les cas, j'aimerais que vous nous disiez pourquoi précisément la bande dessinée, ça vous semblait une bonne manière de raconter ce que vous avez traversé. Alors, la bande dessinée, déjà, parce que c'est ma façon de m'exprimer, le dessin, quoi. Donc, j'avais finalement pas tellement de choix, quoi. Sauf que moi, je fais beaucoup d'albums jeunesse et que là, quelque part, c'était une des premières fois que que j'écrivais quelque chose qui n'était pas que pour la jeunesse, en tout cas, j'espère. Et donc, pourquoi j'ai eu envie de raconter cette histoire, c'est ça ? Oui, et pourquoi en BD et pas un roman illustré ? Qu'est-ce que ça vous a permis en termes même de traitement Alors déjà parce que c'est vrai que moi je suis surtout dessinatrice et ça m'a permis aussi peut-être d'évoquer la musique plus facilement, parce que je pense que les Beatles et la musique sont, je pense, une énorme source d'inspiration encore aujourd'hui, et que pour moi il y a quelque chose, une représentation visuelle et picturale très forte. Donc voilà, c'est ce que je sais faire, et c'est ce qui je crois que la musique m'a toujours donné envie de dessiner, quoi. Donc il fallait que j'arrive à l'exprimer en images, quoi, en couleurs, en images. Voilà, c'est ce que j'ai voulu et j'ai essayé de faire. On voit évidemment quelques planches, je précise pour nos téléspectateurs, voilà, de cette bande dessinée. Mais alors les Beatles, est-ce que ça continue de parler aux jeunes d'aujourd'hui ou... C'était justement un peu une des questions que peuvent avoir les adultes. Est-ce qu'en termes de génération, les Beatles et puis tous les codes, tous les souvenirs des années 90, ça allait leur parler ? En tous les cas, je peux vous assurer que les 9 d'hier étaient complètement conquis et que ça ne faisait absolument pas barrage. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, Magali. Effectivement, il y a quelque chose qui malheureusement existe toujours et les concerne tout autant, c'est la phobie scolaire, les souffrances et le stress, etc. Vous justement, qu'est-ce que ça vous a fait de vous replonger dans ces années-là ? Alors ça c'était, voilà, au début, je me suis pas dit je vais faire une bande dessinée sur la phobie scolaire, je vais raconter comment j'étais pas bien. En fait, au départ, c'est pas ça que je voulais faire. Au départ, je voulais faire une BD pour dire que j'aimais les Beatles. Voilà, je voulais raconter comment à 12 ans, à 10 ans, quand j'ai découvert les Beatles, je voulais raconter toutes ces petites anecdotes que j'avais où j'étais complètement obsédée avec les Beatles, quoi. Voilà, je voulais raconter ça. Et en parlant avec mon éditrice, Pauline Mermet, à qui j'ai un jour dit, voilà, j'aimerais bien faire une BD sur les Beatles parce que j'ai beaucoup d'anecdotes très drôles sur les Beatles et moi à 11 ans. Et en lui en parlant, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas faire l'impasse sur le contexte qui était l'entrée en 6e et le mal-être dans lequel j'étais et ma déscolarisation, enfin en tout cas l'école à la maison. Donc plus je lui en parlais, puis elle me disait, mais c'est ça le sujet quand même, hein, tu sais quand même que c'est ça le sujet. Et donc j'ai dû creuser et me replonger dans cette période-là. Et je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais jamais vraiment parlé et raconté cette période, parce que je pense que très longtemps, jusqu'à ce que je commence à travailler sur cette BD, j'en avais un petit peu honte. Donc ça m'a aussi questionnée. Je me suis dit, c'est quoi cette honte d'avoir été mal à l'école ? Donc voilà, donc du coup, j'ai vraiment eu envie de raconter encore plus cette période qui j'espère, et j'espérais aussi à ce moment-là, puisse faire écho, parce que ça vient à un moment sensible qui pour moi est quitter l'enfance pour aller vers l'adolescence.
Donc un moment qui est un peu nowhere, quoi. C'est-à-dire qu'on ne sait pas, on n'est plus un enfant, on n'est pas encore assez grand. Voilà, parce qu'on n'a pas dit nowhere pour ceux qui ne parlent pas anglais, ça veut dire nulle part. Quoi. Voilà, c'est ça. C'est une chanson. Alors ça fait référence à une chanson des Beatles qui s'appelle Nowhere Man de John Lennon. Et voilà. Donc ça correspondait bien à cet état qui, je pense, n'est pas simple et que chaque ado, chaque pré-ado trouve les radeaux, les béquilles, les choses auxquelles s'accrocher pour donner des perspectives. C'est pour ça que ça a plu peut-être aussi, Raphaël, cette bande dessinée ? Entre autres, ils se sont beaucoup accrochés à ça et ils ont tout de suite, quasi les 9, évoqué le traitement graphique que vous avez trouvé pour l'évoquer. Là, on a vu quelques planches et je me permets de vous montrer... le choc pour vous, si vous voulez, Raphaël, ce sera peut-être plus simple, comme ça vous pouvez conserver le micro. Le choc à la fois graphique et donc quand vous évoquez les Beatles, on tombe dans ce traitement-là. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur cette différence que vous avez établie quand c'est vous et quand les Beatles arrivent dans votre vie ? Alors, dès le départ, je me suis dit, il faut qu'il y ait un monde parallèle, un monde réel, un monde parallèle, parce que c'est vraiment ce dont je me rappelle, et c'est aussi la raison pour laquelle j'ai été passionnée par les Beatles, c'est qu'à l'âge où la pensée magique s'en va, où quand on joue, ça marche moins. Je me rappelle très bien de ce moment où je me déguise, j'essaye de jouer, et, ça fait plus comme avant, ça marche plus. C'est comme si on ne s'évadait plus. Donc voilà, et quand j'ai écouté pour la première fois les Beatles, j'ai eu cette impression de pouvoir m'évader dans quelque chose d'encore magique. Parce qu'il y a ce truc magique avec la musique qui est quand même impalpable et qui est quand même, voilà, qui amène ailleurs et qui, moi, me fascinait à ce moment-là. Et donc je voulais qu'il y ait graphiquement ce monde parallèle, et je voulais aussi faire référence à Alice au Pays des Merveilles, que j'affectionne particulièrement et que les Beatles adoraient. John Lennon et Paul McCartney étaient des grandes fans de Lewis Carroll, d'Edward Lear et de tout le nonsense anglais. Et pour moi, c'était très important qu'il y ait cette idée de puits sans fond, de monde parallèle, un peu décalé, qui parle du monde réel, mais on ne sait pas trop. Voilà. Et puis je me souviens, je pense que ce que j'aimais aussi chez les Beatles, c'est que je ne comprenais pas les paroles. J'ai commencé à les comprendre petit à petit, mais il n'y avait plus de vocabulaire, plus de grammaire, plus d'orthographe. C'était orchestral. Je pouvais imaginer tout ce que je voulais. Ils parlaient dans un langage qui ne parlait qu'à moi, quoi. Et donc voilà. Donc je voulais qu'il y ait de la couleur, que ça fasse référence à des choses de l'imaginaire, quoi. Mais la musique, justement, c'est aussi un des gros points, des points forts sur lesquels les 9 enfants hier se référaient énormément. Et je citerai notamment, je me souviens de Lou, qui a 11 ans et qui expliquait aux autres et à moi que elle, c'était Necfeu et l'homme pâle, qui lui faisaient la même chose aujourd'hui, qu'elle pouvait passer des heures à se réfugier dans la musique, donc un peu comme vous avec les Beatles à l'époque, qui n'étaient pourtant pas des chanteurs contemporains. Non, mais je pense qu'il y a enfin, en tout cas, moi, je me rappelle avoir été aussi fascinée, alors parce que ça m'évoquait en termes d'imaginaire, mais aussi par ces 4 garçons qui étaient très copains de leur histoire, de leur époque, et puis c'était aussi une façon pour moi d'arrêter le temps, parce que c'était un groupe qui n'existait plus en 90, donc c'était une façon de retourner dans les années 60, et puis ça donnait une bonne raison à mon sentiment d'injustice de ne pas être à la bonne période. Mais en effet, je pense ça comme Lou, je devais m'accrocher et je voulais tout savoir. Il y a une fascination qui, je pense, aide à tenir, à donner des perspectives pour... Enfin, en tout cas, moi, ça m'a aidé à grandir, quoi. Et puis à me dire, après, moi aussi, je veux faire quelque chose, quoi. Je veux faire quelque chose de ma vie, comme les Beatles. Non, mais... Voilà, quand on est petit, tout est possible, quoi. Alors Raphaël, on va préciser que notre invitée Magali Lehuche remporte donc cette pépite dans la catégorie bande dessinée, mais qu'elle a travaillé évidemment sur plein de projets. Et là, ceci dit, pour la première fois, vous avez été autrice et illustratrice en même temps sur une bande dessinée, hein, c'est bien ça ? Ah bah c'est bien ça, j'imagine que vous n'allez pas me contredire, même si vous avez déjà adapté des bandes dessinées d'autres, dont les histoires ont été écrites par d'autres auteurs. Voilà, on a l'annonce que le salon doit fermer ses portes vraisemblablement. Voilà, peut-être que ça s'entend un petit peu, ça explique le brouhaha qui est derrière nous. Pardon Raphaël. Et donc, notamment,
certains jeunes téléspectateurs connaissent peut-être, même certainement, Verte Pomme de Marie Desplechin et dont vous avez signé l'adaptation en BD. Et ils attendent peut-être Mauve pour le printemps. Je suis en train de faire Mauve, là. Voilà. Ouais, voilà. Donc là, j'avais adapté avec énormément de plaisir le texte de Marie. Et voilà, donc c'est là pour le coup pour Nowhere Girl, c'est la première fois que j'écrivais, que je scénarise, voilà, que je fais le texte et le dessin. Mais sinon, bien sûr, Magali Lehuche, c'est un grand nom de la littérature jeunesse française et elle a inventé notamment Jean-Michel Le Caribou, pour ne citer que lui, ou non, l'ornithorynque. Oui, j'ai écrit et j'illustre pour la littérature jeunesse en BD. C'est la première fois que je fais les deux, ouais. Et le récit autobiographique, c'était pas non plus... Là, ça s'est imposé, quoi. Ça s'est imposé. Voilà, je me suis pas dit, je vais faire une autobiographie. Enfin, je voulais raconter les Beatles et je voulais leur dire que je les aimais, en fait. Donc, j'étais obligée de faire une autobio, en fait. Mais ouais, c'était un exercice. Ça m'a posé pas mal de questions. Merci beaucoup Magali Lehuche d'avoir été notre invitée. Merci beaucoup Raphaël Bott, notre journaliste spécialiste de littérature jeunesse, pour cette interview. On rappelle évidemment ce titre, Nowhere Girl, qui a donc remporté la Pépite 2021 dans ce salon du livre et de la presse jeunesse, un prix décerné en partenariat avec France Télévisions. Donc bravo encore à vous et merci d'avoir été avec nous. On va également remercier Benoît De Becker, notre illustrateur, qui était avec nous, qui est avec nous. Ouais. On va découvrir peut-être, voilà le. Bah oui, pas à dire. C'est comme je voyais les invités sur écran, les plans étaient très saccadés, ce qui fait que je n'avais jamais la possibilité de rester sur le visage d'une personne, d'un des invités, quoi. Voilà, donc c'est un petit peu. Voilà. Mais on vous remercie infiniment, Benoît De Becker, d'avoir été avec nous, illustrateur donc dans l'édition et la presse. Vous avez notamment signé Agnès Logresse en tant qu'auteur. Hop, je suis en train de perdre ma fiche. Oui, et puis vous avez illustré Saute la puce, voilà, des titres qui étaient juste devant vous. Là, voilà, on aperçoit avec Thomas Fersen, les couvertures. le texte Thomas Fersen sur Saute la puce. Voilà. Merci beaucoup. Nous, on se retrouve demain, évidemment, pour un nouveau numéro de On Air, le Prime, avec une nouvelle pépite, de nouveaux invités partenaires. La télé du salon, ça continue jusqu'à 20h. Vous allez voir, un riche programme vous attend. À demain, en direct, ici, sur la télé du salon.